Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du CTBM sur les résultats du projet Fertidige. Je suis Alice Lestis, directrice du CTBM, et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Julie Jiménez, chargée de recherche au INRAE LBE à Narbonne, Mariana Morera de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et Thibaut Simon de la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, qui vont vous présenter le site internet qui sert de guide pour fertiliser avec les digestats de méthanisation agricole. Planche suivante, Julie, s'il te plaît. Je vais d'abord vous présenter rapidement ce qu'est le CTBM. C'est le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation, une structure associative qui fédère les acteurs de la recherche, de l'innovation et de la formation dans la filière méthanisation. Donc, vous voyez sur cette carte les laboratoires qui constituent les forces vives du CTBM, qui appartiennent à différentes structures publiques, privées, associatives, et qui travaillent tous sur la méthanisation pour tout ou partie de leur activité, avec donc notamment un certain nombre de laboratoires de l'INRAE, mais aussi des laboratoires d'établissements d'enseignement, de bureaux d'études et entreprises privées. En tant que directrice du CTBM, j'organise notamment la diffusion des connaissances. Donc, le webinaire que vous voyez aujourd'hui en fait partie. C'est le 20e que j'organise depuis 2020 sur différentes thématiques liées à la filière méthanisation. Également, le site internet infometa.org, où vous pouvez retrouver des fiches thématiques qui traitent les différents aspects de la filière, basées sur des rapports et des recherches scientifiques. Et j'anime également des groupes de travail sur la valorisation du CO2, sur les formations, sur les émissions fugitives dans la filière méthanisation. Nous faisons partie du Club Biogaz de la T2E, l'interprofession de la filière méthanisation, et nous avons le soutien de l'ADEME depuis 2019, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises de la filière méthanisation pour mener toutes ces activités de front. Sur ce, je vais passer la parole à Julie Jiménez qui va nous présenter le projet Fertidige et les principales caractéristiques des digestats. Bonjour à tous et merci beaucoup Alice pour ta présentation. Donc Julie Jimenez, l'INRAE LBE à Narbonne. Alors comment va se passer ce webinaire Donc tout d'abord nous allons présenter les résultats de manière synthétique du projet Fertidige. Donc avec environ 15 minutes de présentation sur les questions de recherche et puis nous passerons ensuite à la présentation du site web qui est en ligne, qui a été mis en ligne dès aujourd'hui, avant de passer à des questions-réponses. Alors sans plus attendre, donc nous passons à la première partie sur le projet Fertidige et faut-il raisonner le retour au sol des digestats par typologie? Donc c'est la question à laquelle nous avons souhaité répondre pendant ce projet qui a été financé par l'ADEME et par GRDF et qui a duré 3 ans, donc de 2021 à 2024, coordonné par l'INRAE et la Chambre d'agriculture Bretagne et donc avec divers partenaires qui sont ici présentés par les différents logos. Alors le contexte, quel est-il? Le contexte porte sur la variabilité de la qualité des digestats, avec un constat sur, eh bien, il n'y a pas un, mais des digestats. Donc, en effet, la variabilité des intrants en méthanisation, associée à la variabilité de conditions de traitement, mais également de post-traitement dans la filière méthanisation, va conduire à une variabilité de la qualité agronomique des digestats. Donc, il y a eu des précédentes études qui ont montré cela et qui ont commencé à mettre en place des typologies de digestats donc relatives à la qualité physico-chimique des digestats. Toutefois, ces études ne sont pas allées jusqu'à l'étude de l'impact de cette typologie sur la variabilité, enfin sur les impacts sur les agroécosystèmes au regard des diversités des pratiques culturelles et des types de sols. Donc c'est pourquoi le projet Fertidige a ambitionné de répondre à la question de recherche suivante. Est-ce que la typologie des digestats impacte les indicateurs associés aux effets sur les agroécosystèmes? Et pour cela, nous avons étudié divers indicateurs associés à la fertilité du sol, à la fertilité chimique, biologique et physique, mais également à des indicateurs associés à l'innocuité. En parallèle, un livrable opérationnel de ce projet était de mettre en place un guide des bonnes pratiques d'utilisation des digestats d'origine agricole. Donc,
qui s'est traduit par l'élaboration d'un site web à destination de divers utilisateurs, que ce soit les agriculteurs, méthaniseurs, conseillers en agronomie, enseignants et bien d'autres. Donc, la méthodologie que nous avons suivie pour mener à bien ce projet est la suivante. Donc, nous sommes partis des livrables en fait du projet, à savoir production du guide et répondre à une question de recherche. Donc, pour cela, nous avons d'abord établi un cahier des charges auprès des utilisateurs avec des enquêtes menées. Nous avons également recensé des données, identifié des manques en analysant ces données. Et puis, afin de pallier à ces manques, nous avons proposé des expérimentations supplémentaires afin d'obtenir des valeurs sur des indicateurs donnés. Ces expérimentations ont permis ensuite de compléter les bases de données établies et puis donc de fournir des réponses soit à la question de recherche ou l'élaboration du guide en lui-même. Et enfin, nous avons procédé à une étape de test et utilisation auprès de certains utilisateurs. Et également, nous avons eu l'appui d'experts sur certains domaines thématiques autour des effets des digestats. Alors, en termes de base de données, donc la première base de données qui a été générée est la base de données sur la caractérisation des digestats de méthanisation d'origine agricole. Cette base de données a été publiée sur data.gouv.fr. avec une collection qui s'appelle Fertidige. Alors, pour l'instant, elle est sous embargo cette année, mais elle sera très vite disponible à tous. Cette base de données donc, recense 608 digestats, échantillonnés entre 2006 et 2022, provenant de divers départements en France et de 165 unités de méthanisation. Et puis, dans cette base de données, on retrouve les paramètres physico-chimiques, globaux, de matière sèche, matière organique, carbone, azote, phosphore, des contaminants, donc indicateurs associés à l'inocuité, et puis également des métadonnées associées à l'obtention des digestats, à savoir la composition en intrants et puis les conditions du procédé des post-traitements de la filière qui a généré l'échantillon. Et puis donc, nous avons réalisé des analyses statistiques sur ces données pour pouvoir mettre à jour la typologie des digestats. Donc, une seconde base de données sur les indicateurs effets des digestats, base de données également qui est dans la collection Fertidige dont je vous ai parlé juste avant. Donc, pour pouvoir décrire en fait les différentes fertilités du sol, nous nous sommes appuyés donc sur divers indicateurs. Donc, que ce soit autour de la fertilité chimique, on retrouve des indicateurs par rapport à l'azote efficace, notamment via le coefficient d'équivalence engrais, les risques de volatilisation de l'azote ammoniacal ou encore des résultats d'incubation de digestats dans le sol. Pour la fertilité chimique, nous avons également regardé la stabilité structurale. Et enfin, pour la fertilité biologique, nous avons regardé également les vers de terre. Enfin, en collaboration avec le projet Métabiosol, nous avons également complété certains de ces indicateurs, notamment sur la partie fertilité biologique. Toutefois, comme vous pouvez le constater ici avec ce code couleur, selon le type d'indicateur, nous n'avons pas pu recenser suffisamment de données pour certains indicateurs pour vraiment faire une analyse statistique par typologie. Voilà. Néanmoins, nous avons tout de même pu faire certaines analyses statistiques. Donc maintenant, si nous passons aux résultats, donc concernant la typologie, en fait, comme je le disais en introduction, la typologie des digestats n'est pas une thématique nouvelle, puisque deux études avaient été réalisées précédemment, une en 2019 sur l'ensemble des digestats, que ce soit urbains ou agricoles, et également le projet ConceptDige sur les digestats d'origine agricole, et toujours basé sur les mêmes paramètres physico-chimiques. Et ce qui était sorti en fait de ces deux études, c'était qu'on avait confirmé l'empreinte de la nature des intrants sur la qualité des digestats, qui avait un impact de la séparation de phase sur la qualité des digestats, et également l'impact d'une condition de la méthanisation, à savoir la voie du procédé, voie sèche ou voie humide.
Alors toutefois, notamment via le projet ConceptDige qui s'est consacré au digestat d'origine agricole, nous avions un nombre limité d'échantillons et puis il y avait de nombreux manques, notamment en termes de nouveaux intrants, donc de digestats issus de nouveaux intrants comme des digestats issus de cives ou biodéchets. Et puis nous avions établi beaucoup de classes, mais peu de données et très peu de données d'effet. Du coup, via Fertidige, donc nous avons mis à jour cette base de données. Et donc là, je vous présente les résultats des analyses statistiques qui a conduit à cette nouvelle typologie. Donc, selon la voie opérée dans la méthanisation, qu'elle soit humide ou sèche, selon les intrants majoritaires, que ce soit des lisiers ruminants, non ruminants ou une codigestion de différents lisiers avec majorité également, avec des cas majorité végétaux. Et selon les traitements, les post-traitements, donc séparation de phase en l'occurrence, nous avons établi 7 classes de digestats. Voilà, ici sur la droite, vous avez en fait les intrants qui sont associés à chacune des classes, donc comme je viens de l'expliciter. Et donc, on retrouve en fait nos sources de variabilité, donc les intrants, le procédé de méthanisation et puis les post-traitements. Donc, concernant la qualité des digestats, les paramètres physico-chimiques par type de digestat, donc ici est représenté des box plots qui montrent les concentrations des paramètres physico-chimiques par typologie en grammes par kilo de matière sèche. Alors, du coup, à droite, vous avez, à gauche, pardon, vous avez plutôt les solides et compostes, digestats solides et compostes, donc après séparation de phase. Et puis, à droite, vous avez les digestats plutôt bruts liquides. Et puis, sont représentés, en fait, par ordre de différents intrants, des fumiers ruminants, lisiers ruminants, vers lisiers de porc en codigestion avec biodéchets et graisses. Et donc, ce que l'on remarque, enfin, ce que l'on observe, ça, c'était déjà le cas dans les précédentes études, c'est qu'on a un gradient, en fait, descendant ou ascendant selon les différents paramètres qui montrent, en fait, un potentiel fertilisant pour certains digestats qui augmente, avec un potentiel amendant qui diminue, notamment pour les digestats solides, notamment exacerbés par l'intrant fumier, lisier, ruminant. Donc, cette typologie, nous avons voulu la valider. Donc, à partir d'analyses physico-chimiques de digestat, nous l'avons comparée à la base de données que nous avons établie. Et puis, nous l'avons comparée pour prédire cette classe. Hein. Donc, on l'a testée sur différents digestats. Donc, ici, vous est représenté des exemples. Donc, là, il s'agissait de 3 types de digestats différents, pardon. Avec des intrants différents, et donc on a validé le fait qu'on arrivait à prédire donc ces classes. Alors, juste à noter que selon la ration intrante et le post-traitement également, eh bien, certains digestats provenant de sites, s'il y a une modification de la ration, une modification du post-traitement, peuvent passer d'une classe à l'autre. Je laisse la parole maintenant à ma collègue Mariana qui va nous parler des indicateurs d'effet. Donc, moi, c'est Mariana Moreira, de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je prends la suite de la présentation. Du coup, une fois la typologie des digestats établie, nous avons voulu vérifier l'impact de la typologie sur les indicateurs environnementaux et de fertilité du sol. Nous avons pris comme indicateur des paramètres d'innocuité, de stabilité de la matière organique et la disponibilité en azote mesurée en laboratoire, le coefficient d'équivalence engrais azoté au champ, le risque de volatilisation d'ammoniac à l'épandage, la fertilité physique du sol et la biologie du sol. Pour chaque indicateur, nous avons analysé les données existantes et des données acquises par typologie de digestat dans les expérimentations mises en place dans le cadre du projet Fertidige. Concernant les paramètres d'innocuité, pour les éléments traces métalliques, nous avons observé que les teneurs étaient globalement inférieures au seuil réglementaire. Néanmoins, pour certains éléments, il faut
il faut surveiller pour certains digestats, comme le cuivre et le zinc pour les digestats issus de lisier de porc et le mercure pour les digestats d'extraits de ruminants. Et pour les contaminants organiques, nous avons retrouvé des teneurs globalement très inférieures au seuil réglementaire. 5 indicateurs de stabilité de la matière organique et de disponibilité de l'azote ont été obtenus en conditions contrôlées de laboratoire. Et les résultats nous ont permis de positionner les différents types de digestats en comparaison à d'autres produits organiques en termes de potentiel fertilisant par le pourcentage d'azote disponible et de potentiel amendant donné par le pourcentage de carbone stable. Pour le coefficient d'équivalence sangré, donc c'est un indicateur qui nous permet de connaître la quantité d'azote efficace pour les plantes pendant leur cycle et c'est très important dans le calcul du volume de digestat qu'on veut répandre. Et dans Fertidige, nous avons mis en place 4 dispositifs pour déterminer cet indicateur et on a fait le choix d'utiliser des digestats pour lesquels nous avons moins de références. Et les résultats de ces essais, ils ont alimenté une base de données plus conséquente, une base de données qui avait été construite et analysée par un groupe de travail de Comifère Pro. Tu peux cliquer, Julie. Et de l'analyse de cette base de données, il a été observé une tendance pour les coefficients d'équivalence sangré azoté des digestats liquides avec les mêmes gradients que la teneur en azote dans la classification, c'est-à-dire des coefficients plus élevés pour des digestats de lisier de porc avec des graisses et des biodéchets et des coefficients d'équivalence sangré plus faibles pour des digestats issus d'effluents de ruminants. Une nouvelle grille de digestats est en cours de finalisation et en attendant, il faudra toujours se référer aux arrêtés des graines régionaux. En ce qui concerne les indicateurs de volatilisation d'ammoniac, fertilité physique et biologique, il y a moins de données disponibles, donc il n'a pas été possible d'identifier des tendances par typologie. Mais toutefois, des avancées ont été faites et l'état des connaissances pour ces indicateurs est présenté également dans le site web Fertidige. Pour tout ce qui est les indicateurs de biologie du sol, comme a indiqué Julie, on a travaillé avec la participation des partenaires du projet Métal-Biosol. Et juste pour info, le colloque de restitution de ce projet aura lieu le 25 juin. Et vous avez encore jusqu'à ce soir si vous voulez vous inscrire. N'hésitez pas. Et en résumé, sur l'impact de la typologie des digestats sur l'ensemble de ces indicateurs, on voit que cela dépend des indicateurs. Pour les indicateurs de fertilité biologique, physique et le risque de volatilisation, nous nécessitons plus de données. Cependant, pour les autres indicateurs, nous avons identifié des tendances par type de digestat. Donc, à droite, nous avons des entrants comme le lisier de porc en codigestion avec des biodéchets et des graisses qui vont faire des digestats avec une forte proportion en azote ammoniacal et un coefficient d'équivalence engrais azoté élevé. Et plus on va vers la gauche, on retrouve des entrants comme les effluents de ruminants avec les pailles et qui vont apporter au sol moins d'azote et plus de carbone stable. Et ces effets sont exacerbés par une séparation de phase. À partir de l'analyse des indicateurs par type de digestat, nous avons dans Fertidige établi 7 fiches, une par type de digestat. Et dans ces fiches, on y retrouve la composition moyenne de digestat, leur capacité à entretenir les stocks de carbone du sol et la valeur fertilisante azotée. Et on compare le digestat avec un effluent d'élevage ou avec l'ensemble des digestats analysés dans la base de données Fertidige. On retrouve aussi dans les fiches des recommandations à l'épandage avec la période optimale d'apport ainsi que des conseils par type d'équipement et enfin des éléments sur l'innocuité.
Et ces 7 fiches, elles sont vraiment le cœur du guide développé dans le cadre de Fertilige et que nous vous présentons aujourd'hui. Je passe la parole à Thibaut. Bonjour, Thibaut Simon de la Chambre d'agriculture Grand Est. Je vais prendre la suite en présentant rapidement le guide qui est un petit peu le produit final de tout le projet Fertilige. Un petit retour pour commencer sur la construction de ce guide. On a établi un cahier des charges il y a déjà 3 ans dans le cadre d'un stage qui avait été fait par une étudiante. Et on avait fait ça, enfin on avait construit ce cahier des charges à partir d'une série d'entretiens semi-directifs à la fois avec des enseignants, des conseillers et des agriculteurs, et une enquête en ligne à laquelle nous avons eu 85 réponses. Il y a un certain nombre de tests qui ont été réalisés donc après production, avec une quarantaine d'enseignants et d'étudiants, des conseillers, et puis bien sûr l'équipe projet qui a aussi travaillé sur ce test-là. L'objectif qu'on s'est fixé, c'était de faire quelque chose qui soit téléchargeable au format PDF, disponible en accès libre, destiné à un double public. Donc là, bien sûr, il n'était pas question de faire quelque chose de trop professionnel ou de trop simpliste. Donc, on a essayé de faire quelque chose qui réponde à tous, en particulier aux acteurs de la filière, mais aussi à tout le corps enseignant et aux étudiants. L'idée, c'était d'intégrer à la fois de l'agronomie, des conseils d'apport, d'avoir plusieurs niveaux de lecture et bien sûr, on est parti sur un format site web. L'idée, c'était de pouvoir faire des mises à jour et aussi de pouvoir les compléter puisque il y a un certain nombre de sujets sur lesquels des travaux sont en cours et on pourra tout simplement intégrer de nouvelles pages une fois que ces travaux sont terminés. On va tout de suite passer sur le site. Ça, on pourra vous le présenter en direct. Donc voilà le site Fertilige, la page d'accueil du site. Vous voyez dans le bandeau blanc au-dessus les 5 principales entrées que nous avons choisies. Il y a une entrée digesta, les effets des digestats, classe de digesta, un petit quiz et une partie conseil en fertilisation. L'idée, c'était de traiter la thématique de la manière la plus exhaustive possible. Sur la page d'accueil, vous avez aussi en dessous une petite présentation. Pourquoi faire ce guide? Comment utiliser le guide? Pour l'instant, uniquement sous format de texte, mais bientôt, il y aura une petite vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Et puis, tout en bas, vous avez accès à un schéma interactif. Et sur ce schéma-là, sur chacune des petites loupes que vous voyez, ça vous permet d'accéder directement aux pages qui sont illustrées avec le petit schéma en arrière-plan, sans être obligé de naviguer. Si on revient sur le bandeau supérieur, la page Les Digesta contient des éléments généraux qui vont vous permettre de mieux comprendre le principe de la méthanisation. C'est un petit peu le premier bloc que vous voyez. Ce que sont les digestats dans le deuxième bloc. Et ensuite, on va passer à une partie plus sur la présentation des digestats en tant que tels, en insistant sur ce qu'avait présenté Julie. Il n'y a pas un, mais des digestats. C'est pas un produit unique, hein. Les caractéristiques sont très variables. Une partie réglementation qui joue un rôle important. Les spécificités pour l'agriculture biologique, là aussi, il y a une réelle demande de la part des agriculteurs bio, puisque c'est une ressource en termes de fertilisants pour eux. Et puis, quelques conseils pour bien prélever un échantillon de digestat dans l'objectif de faire une analyse. On peut remonter ensuite dans la partie effets des digestats. Et là, on a 4 grandes thématiques. La partie valorisation agronomique, où on va revenir notamment sur les valeurs fertilisantes en phosphore, en potasse. Et bien sûr, on n'a pas oublié l'azote et l'intérêt de toute la partie stockage de carbone dans les sols. Dans une deuxième partie, on s'est consacré aux effets des digestats sur la structure du sol. L'idée, c'était d'évoquer les effets de la matière organique des digestats, qui est contenue dans les digestats, donc qui sont épandus dans les parcelles agricoles, sur la stabilité structurale du sol, et aussi de revenir un petit peu sur les risques qui sont liés au tassement des sols,
par toute la chaîne logistique d'épandage au moment du digestat. Ensuite, une petite partie sur les effets des digestats sur la biologie du sol. Et c'est là notamment, on vous a parlé du projet Métabiosol, hein, c'est dans cette partie vraiment qu'on a intégré les apports de ce projet. Et l'idée, c'était de revenir un petit peu sur l'impact des apports à la fois sur les vers de terre, parce que ça peut poser des questions sur notamment est-ce que ça va pas entraîner une forte mortalité, etc. Donc voilà, on a un petit peu travaillé la question. On va aussi parler de nématodes et de microbiologie du sol dans cette petite rubrique. Et enfin, une partie sur les risques environnementaux et l'innocuité. On sait que ça pose beaucoup de questions quand dans un village, vous avez un méthaniseur qui va se monter. Et dans ces rubriques, du coup, nous abordons la question à la fois de l'ammoniac, des nitrates, puisque ça, c'est aussi un risque, hein, la pollution des eaux, c'est un risque qui existe, et les émissions de gaz à effet de serre. Et puis sur la partie innocuité, là, on va faire le point sur les différentes contaminations microbiologiques, organiques et inorganiques qui peuvent intervenir avec les digestats et un petit peu voilà, apporter quelques chiffres sur cette partie-là et sur les contaminations potentielles qui peuvent exister. Ensuite, il y a en revenant dans le bandeau, une partie classe des digestats. On ne va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on va vous montrer, faire un petit exemple avec cette page-là tout à l'heure. Mais vous allez retrouver en premier lieu un organigramme synthétique, celui qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt dans le PowerPoint, et qui va vous permettre de mieux comprendre la répartition des digestats selon les 7 classes que nous avons définies lors du projet, et qui vous donne accès aux fiches avec la petite icône téléchargement là. Voilà. Vous avez les 7 fiches. Et ces fiches, vous pouvez les télécharger, les imprimer au besoin. Et c'est aussi sur cette page-là, tout en bas, que vous allez retrouver le lien vers l'outil ConceptDige qui est en cours de mise à jour et on espère terminer ce chantier-là durant l'été. On en a terminé avec cette page-là. On va remonter sur la partie conseil en fertilisation. Donc là, si vous voulez savoir comment et quand y prendre votre digestat, cette rubrique conseil en fertilisation, elle est vraiment faite pour vous. Vous y trouverez à peu près toutes les informations utiles pour bien valoriser les apports. Alors, que ça soit la période d'apport, période d'épandage, les cultures fertilisées, le matériel à employer. On a des petites aides pour faire du calcul de dose. Voilà, vous pourrez explorer cette partie-là. On a essayé vraiment d'être le plus complet possible et de pouvoir répondre un petit peu à toutes les questions qu'on pourrait se poser au niveau des épandages. Et puis tout en bas, vous retrouvez ce schéma qui vous permet de renaviguer vers les autres pages du site. Dernière petite rubrique, c'est le petit quiz que vous retrouverez voilà, presque au milieu. Et l'objectif de ce petit quiz, c'est de tester vos connaissances à travers 15 questions. Vous pouvez le faire si vous avez un minimum de connaissances, soit avant de parcourir le site pour vérifier vos acquis, enfin vérifier vos connaissances de base. Et puis, une fois que vous aurez parcouru le site, vous pourrez aussi refaire ou faire le petit quiz pour vérifier ce que vous avez retenu de votre visite et un petit peu éventuellement mesurer l'évolution de vos compétences. Que votre réponse soit juste ou fausse, vous trouverez toujours une petite explication, simplifiée hein, sous forme de petites phrases, voilà, qui va vous permettre qui justifie un petit peu la réponse. Et puis, toujours un petit lien vers l'une des pages sur laquelle vous allez trouver une réponse un peu plus développée ou sur laquelle vous allez avoir des éléments complémentaires qui vont vous permettre de mieux comprendre pourquoi de la question, enfin, qui permettront de mieux répondre à votre question avec plus de précision et plus de détails. Dernier petit point dans la présentation sur le site, c'est la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Si vous ne savez pas où aller sur le site, que vous avez une question vraiment très précise, vous pouvez faire appel au moteur de recherche en saisissant un ou plusieurs mots-clés dans la barre dédiée. Donc là, par exemple, avec agriculture biologique, si on envoie ça, hop, et ben,
Le premier article qui va ressortir, c'est la petite rubrique sur les spécificités en agriculture biologique. Cette rubrique-là, pardon, vous allez pouvoir la retrouver directement dans la rubrique les digestats. Mais voilà, si vous n'avez pas trop envie de naviguer, eh bien, la fonction de recherche, elle va vous permettre d'aller très rapidement sur vos points d'intérêt. Et maintenant, pour vous illustrer un petit peu le fonctionnement de notre site, nous vous proposons de répondre à 2 questions que les acteurs de la filière méthanisation peuvent se poser. Et on va y répondre en s'appuyant sur le site et sur les pages du site. Bonjour Julie, je suis conseillère en méthanisation et j'apporte mon aide à un porteur de projet. Les gisements en entrant sont connus. Il sera en majorité de lisier de porcin associé à des graisses et de la matière végétale provenant d'industries agroalimentaires. Comment avoir une idée des caractéristiques du digestat qui sera produit? Alors, tout d'abord, il vous faut aller sur la page classe de digestat, donc soit accessible par le bandeau ici, soit via les liens dans la page d'accueil, comme vous a montré Thibaut, ici, mais également sur le schéma de navigation, ici. Donc, une fois que vous cliquez et que vous allez sur la page classe de digestat, maintenant, l'objectif, ça va de trouver la classe qui correspond au digestat qui va être produit. Et donc, pour cela, 2 façons de faire. Alors, soit, effectivement, vous connaissez bien votre ration et dans votre cas, vous avez une ration avec une majorité en lisier non ruminant. Donc, il vous suffit de suivre l'organigramme et d'aller vers le digestat correspondant. Donc, par exemple, digestat brut, fraction liquide, majorité lisier non ruminant. Soit vous n'êtes pas sûr de vous ou vous avez une recette un peu plus équilibrée. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le ConceptDige. Donc, il vous suffit de cliquer ici. Alors, il est à noter que ConceptDige est en cours de mise à jour. D'accord, il va très bientôt être opérationnel. Donc, ici, j'ai reporté votre ration, la ration que vous m'avez donnée, donc un lisier non ruminant, graisse et matière végétale. Je valide mon pourcentage de ration, mais vous pouvez également renseigner par tonnage ou carrément, si vous connaissez l'analyse de votre digestat, mettre l'analyse de votre digestat, mais en l'occurrence, là, vous ne l'avez pas. On valide la recette et puis vous est présenté donc la composition qui est prédite de en qualité physico-chimique de votre digestat et également la classe ici. Donc, on a bien brut ou fraction liquide lisier de non ruminant. Donc, une fois que nous avons eu donc cette prédiction, nous pouvons aller directement sur la fiche digestat brut ou fraction liquide majorité non ruminant. Alors, nous arrivons à cette page. Donc, vous avez un bouton ici pour télécharger la fiche. Si vous cliquez ici, vous pouvez également télécharger la fiche en entier ou vous pouvez rester sur cette page et naviguer avec les flèches pour regarder les 2 pages. Donc, sur cette page, donc, concernant une fois, donc on va trouver la composition physico-chimique du digestat avec des gammes de valeurs selon les paramètres considérés sur la première page. Et puis sur la deuxième page, on va avoir des indications sur la valeur amendante, la valeur fertilisante, des recommandations à l'épandage et également des alertes ici en bas de page concernant la réglementation. Alors, le futur digestat de votre unité de méthanisation donc, aura une capacité à entretenir les stocks de carbone au sol assez modérés par rapport aux autres, à l'ensemble des digestats, avec un pourcentage de carbone stable proche d'un lisier porcin, mais en quantité légèrement plus faible si l'on considère 1 tonne de produit brut apporté. Concernant la valeur fertilisante azotée, donc ce digestat possède un potentiel fertilisant azoté élevé, légèrement supérieur à celui d'un lisier de porc par tonne de produit brut apporté. Et concernant les recommandations à l'épandage, il s'agit là d'un digestat brut, donc à épandre au plus près de la période d'absorption intense d'azote par les cultures. Et concernant le choix de l'équipement d'épandage,
Donc, avant semis, on peut utiliser tous les équipements proposés ici en vert. Néanmoins, à l'absence d'enfouissement direct, il convient tout de même d'incorporer les digestats rapidement par un travail du sol pour éviter les pertes d'azote par volatilisation. Et si la culture est déjà en place, l'enfouissement n'est pas possible, donc les cases rouges. Donc pour les autres techniques, il faudra considérer les conditions météorologiques, donc notamment éviter les jours de vent et les fortes températures pour éviter les pertes d'azote par volatilisation. En ce qui concerne l'innocuité, donc la présence de contaminants organiques reste inférieure au seuil réglementaire. Et par contre, il faudra quand même surveiller certains éléments traces métalliques. Dans tous les cas, il sera nécessaire de réaliser des analyses physico-chimiques classiques, mais également celles préconisées par la réglementation, afin d'optimiser la valorisation de votre digestat au mieux et de vérifier son adéquation avec les seuils réglementaires. Et donc, si je veux aller plus loin sur la réglementation, eh bien, je peux aller sur la page les digestats rubrique réglementation ou utiliser le recherche de mots-clés pour aller sur la page réglementation. Merci Julie. Et là, j'ai une question pour Thibaut. Je suis agricultrice et je récupère du digestat de fumier de bovin. Quelle quantité de carbone vais-je restituer au sol avec ce digestat par rapport au fumier que j'utilisais auparavant? Alors, dans cette situation, vous connaissez déjà votre type de digestat. Il s'agit d'un digestat brut, à majorité fumier lisier de ruminants. Donc, on peut tout de suite aller dans la bonne fiche qui va s'ouvrir. Et on va aller regarder la quantité. Hop, voilà. On va aller regarder la capacité de notre digestat à entretenir les stocks de carbone du sol. Je vois qu'en termes de proportion, un fumier bovin a en moyenne la même proportion de carbone stable que le digestat. C'est les petites, les deux barres brunes que vous voyez ici. Voilà. Quelque chose de très équivalent. Mais vu que le digestat a une teneur en carbone qui est plus faible, le flux de carbone restitué au sol sera plus faible. On le voit ici, l'agriculteur va restituer 25 kg de carbone par tonne de digestat épandu avec le digestat, oui, et 49 kg de carbone par tonne avec le fumier. Donc il y a quand même un écart qui est assez important entre les deux produits. Toutefois, il faut être bien vigilant, le stockage de carbone en kilogrammes par hectare, il va dépendre de la quantité, ce ne sera pas forcément la même quantité entre le fumier et le digestat, et de la fréquence des apports, qui ne sera pas la même pour un digestat brut et pour un fumier. D'expérience, on sait qu'un fumier, souvent, c'est pendu tous les 3-4 ans. Un digestat, on est plutôt tous les 2 ans à peu près. Donc, on peut au final se retrouver avec des quantités de carbone qui sont à peu de choses près similaires. Pour aller plus loin, on peut aussi remonter vers les pages valeurs amendantes et stockage de matière organique dans les sols qu'on va retrouver dans la partie effet des digestats. Voilà. Et il y a une partie valeur agronomique. Voilà. Et stockage de matière, voilà. Et donc là, vous avez un petit peu plus de détails et des explications qui sont un peu plus complètes sur un petit peu le cycle du carbone et son devenir au cours dans un cadre d'une exploitation avec méthanisation. Merci Thibaut. Maintenant, c'est à vous d'utiliser ce guide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Rebonjour, je vais donc vous partager les questions qui sont arrivées dans le chat. Le lien du site est dans le chat, vous pouvez aller naviguer pour l'explorer à votre guise pendant la suite du webinaire et poser les questions qui vous viendraient en conséquence, ce qui répond déjà à quelques questions posées dans le chat sur quand sera-t-il accessible. Eh bien voilà, c'est fait.
Il y a d'autres questions qui viennent plus porter sur le fonctionnement, sur les données notamment. Guillaume Henry de l'ENSAIA qui demande si pour la voie sèche, le digestat brut considéré venait d'une unité continue ou discontinue dans les données utilisées. Alors, bonjour. Donc, sur les données utilisées, c'était surtout des voies sèches discontinues. Très bien. On a une question de Stéphanie Montagne sur la partie innocuité. Est-ce que la viabilité des graines adventices suite à l'incorporation de cultures comme la datura ou le rumex est prise en compte? Alors là, sur ce sujet, effectivement, nous ne l'avons pas abordé. Toutefois, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, donc c'est un site qui se veut dynamique et donc qui va être régulièrement mis à jour. Donc, c'est vraiment de continuer à l'alimenter et notamment sur ce genre de thématiques que nous n'avons pas pu aborder dans le temps du projet. Tout à fait. Sur la datura, il y a un projet Metadatura dans le sud-ouest avec notamment l'APESA et Arvalis qui est en cours, donc on espère avoir des données prochainement. On a une question d'Alice Delair de CED sur les évolutions réglementaires concernant les doses et les périodes d'épandage et digestat. Est-ce que c'est aussi prévu? Ariana, je te laisse. Thibaut, allez. Ouais. Ce qu'on a prévu, c'est effectivement de mettre à jour régulièrement la page de manière à ce que les liens vers les sites internet qui vont publier ces décrets, enfin tout ce qui est réglementaire, soient à jour et que ça fasse un petit peu une sorte de, j'allais dire, d'annuaire à partir duquel on peut naviguer vers ces sites-là. Nous, on n'a pas forcément vocation à tout reprendre sur le site. C'est quand même relativement compliqué. Et faut savoir aussi qu'il y a des disparités entre les différentes régions, notamment sur la partie azote, où les valeurs, on a un petit peu travaillé la question, hein, mais les valeurs de CAEC sont très très variables d'une région à l'autre pour des produits similaires et sur des cultures similaires à des périodes similaires. Donc, pour éviter tout souci, on renvoie systématiquement sur les pages régionales à partir de notre site. Et bien sûr, on va essayer de faire en sorte, on a un petit comité de relecture qui est en place pour ça, de manière à ce que les liens restent valides et qu'ils dirigent toujours vers la page sur laquelle on peut trouver la réponse. Merci. On a un petit message de Pascal Chenon de Vox Gaia qui dit que la norme NFU 44051 s'applique à un compost issu de digesta et pas au digesta brut. Donc les alertes en termes de composition ne seront pas les mêmes. Petite précision. On a une question de Julie Lecoq qui nous demande si un méthaniseur territorial qui traite des biodéchets à 80% de la recette peut utiliser Fertidige. Alors oui, parce que dans notre base de données, on a quand même récupéré des digestats qui sont d'origine agricole, mais dont la ration elle est à plus de 87%, si je crois bien, de biodéchets. Donc oui, enfin, on n'a pas beaucoup de références, mais on peut quand même avoir quelques infos là-dessus. Merci. Alors, Touanou Frézoul qui demande des précisions sur le carbone dans les fumiers et le digestat. Comment se fait-il que le digestat ne contient pas une proportion beaucoup plus importante de carbone stable que le fumier brut dans la fiche qui nous a été présentée à l'instant? Je vais commencer. Parce que dans la comparaison, c'est pas forcément un digestat issu de ce fumier utilisé comme référence. Donc, déjà, c'est pas ça le but. Donc, on est sur une valeur moyenne pour des fumiers de bovins et pas forcément du fumier de bovin qu'a originé un digestat donné. Je ne sais pas si, Julie, tu as des compléments. Oui, donc en fait, ce qu'on voit, donc déjà,
Sur la fiche, ce qu'on a voulu faire, c'était positionner donc, les différents types de digestats par rapport à différents produits résiduels organiques. En l'occurrence, là, la première classe de digestats, ce sont des digestats qui sont issus de fumier et lisier ruminants. Donc là, ce qu'on a présenté, c'était une moyenne sur ces différents types de digestats. Et voilà, ce qu'on met en évidence, c'est qu'en moyenne, le pourcentage de carbone stable est assez similaire. Toutefois, voilà, ça va dépendre, comme l'a dit Mariana, de la ration qui va entrer. Et puis là, c'était pas avant et après méthanisation, c'est vraiment en comparaison d'un produit résidu organique qui était en l'occurrence le fumier. Voilà, c'était pour le positionner par rapport à un produit résidu organique. Merci. J'ai une question d'Audrey Rousseau de S3D. On préconise souvent de ne pas répandre tous les ans du digesta sur les mêmes parcelles, notamment dans le cas du digesta solide. Est-ce que vous confirmez et pourquoi? Je vois Mariana qui hoche la tête. Oui, on confirme. On l'a mis. C'était, je pense, le dernier ajout des conseils en fertilisation parce qu'on trouvait qu'il fallait le mettre, effectivement. Et pourquoi? Parce que si on met toujours sur les mêmes parcelles, on est en train de faire un transfert de fertilité vers ces parcelles parce que les matières qui vont alimenter le méthaniseur, elles vont être produites dans l'ensemble des parcelles de l'exploitation. Donc, pour éviter ces transferts de fertilité sur certaines parcelles, des fois plus proches de l'unité de méthanisation, il faut prendre l'ensemble de parcellaire qu'on définit les épandages de nos digestats. Et on a mis ça dans la fertilisation assez succinctement, mais dans effet des digestats, la page plutôt sur le stockage de la matière organique, il y a plus d'éléments concernant ce sujet. Merci. Donc on a plusieurs bravo, merci, super travail, etc. dans les questions. Je le dis à l'oral parce que ça se voit pas forcément, c'est pas dans le chat. On a une question sur les problèmes éventuels liés à l'épandage du digesta, la compaction des sols, d'une part, et d'autre part, les effets sur la vie des sols par l'apport d'une flore microbienne différente de ce qu'il y a sur le sol en général. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors, sur la partie tassement, oui. Non, allez, oui, sur la partie tassement, effectivement, on a un certain nombre de réponses. On n'a pas forcément de quantification à apporter en disant on va tasser plus, on va tasser moins. Dans tous les cas, quand on est sur des exploitations qui travaillaient avant avec une fertilisation fumier, lisier, et qui vont utiliser ces effluents pour alimenter un méthaniseur et derrière utiliser le digesta pour fertiliser, dans tous les cas, il y a des épandages. Ça se faisait déjà avant et ça se fait encore au moment où, quand on se lance dans la méthanisation. Donc, dans ces situations-là, il n'y a pas d'évolution parce que, à peu de choses près, les périodes d'apport, elles sont les mêmes. Ce qui peut changer, c'est éventuellement les volumes si vous avez des intrants extérieurs. Donc, ça veut dire de la masse en plus par rapport à votre masse initiale qui va être amenée. Là, il va falloir ramener plus de masse sur les parcelles. Donc, effectivement, là, ça peut augmenter le tassement. La question, elle se pose plus sur une méta qui se monte à partir de produits qu'elle n'épandait pas avant. Donc ça, c'est une méta qui va tourner soit à partir essentiellement de cives, de résidus d'industrie agroalimentaire, par exemple les pulpes de betterave ou de pommes de terre, ou à partir de biodéchets ou de déchets verts, etc. Là, c'est de la matière qui finalement revient d'ailleurs. Là, on aura des passages qui n'existaient pas avant, puisque avant la méthanisation, la fertilisation, elle se faisait essentiellement de manière minérale. Donc là, effectivement, des passages supplémentaires qui peuvent générer du tassement. Mais c'est quelque chose qui déjà est évitable. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises pour éviter le tassement. Et ensuite, c'est aussi, on a des méthodes pour y remédier. Après, on est d'accord qu'une année comme, un printemps comme celui qu'on a eu là, même avec toutes les solutions techniques qui existent, du type télégonflage, téléguidage, etc.,
le tassement zéro, il n'a pas existé. Donc, mais là, effectivement, il n'y a pas de solution. Et dans ces situations-là, si vous n'avez pas eu, enfin, si vous n'avez pas l'historique de travail d'apporter de la matière organique sur les parcelles régulièrement, effectivement, vous allez avoir un tassement supplémentaire qu'il va falloir prendre en compte et essayer de combattre en passant un petit coup de décompacteur éventuellement dans vos passages de dépendage. Merci. Sur la vie des sols. Oui, sur la vie des sols, on sait que l'apport de digesta va augmenter la biomasse microbienne et modifier la structure des communautés microbiennes, mais pour le moment, on ne peut pas conclure quant à l'absence de risque écologique sur la qualité microbiologique du sol. Donc, plutôt la page microbiologie du sol, je lis. Et cet état de connaissance, il a été rédigé par Sophie Bourgetot-Sadet de l'Institut Agro de Dijon et pilote du projet Métabiosol. Je pense qu'au colloque de restitution des résultats de Métabiosol, on aura plus d'éléments de réponse à cette question. Donc, je vous invite encore une fois à y participer. On est d'accord, merci. On en saura plus le 25. Est-ce que dans votre base de données, il y a des références sur les digestats issus de bouts de stations d'épuration urbaine? Alors, non. On va dire que sur la base de données initiale, oui. Peu, mais oui. Mais concernant la classification, nous avons vraiment considéré que les digestats d'origine agricole. Mais effectivement, dans la base de données initiale, il y avait quelques digestats d'origine urbaine issus de stations d'épuration. Merci. Est-ce que vous avez moyen... Alors, la question c'est est-ce que vous avez une feuille de collecte de renseignements pour envoyer une copie d'analyse de digesta? Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire une liste d'analyse, de paramètres d'analyse à réaliser, c'est ça? Je ne sais pas s'il s'agit de créer des items supplémentaires dans la base de données ou... Parce qu'après, sur la réglementation, si on va sur la réglementation, nous avons un lien qui amène vers quelles analyses je dois faire, par exemple, et qui nous amène vers un document qui avait été réalisé par elle, en collaboration avec l'AMF, où on a ici différentes analyses à réaliser sur les digestats. Après, je ne sais pas si c'est la question, mais voilà, une partie de la réponse. Merci. C'est un peu la question de la dimension participative du partage des analyses de digesta. Est-ce que vous collectez encore des données pour votre base? Oui, on continue et vraiment l'objectif, c'est de continuer à alimenter cette base de données, de la mettre à jour régulièrement et de voir si la typologie continue à être stabilisée ou est-ce qu'elle va évoluer avec de nouveaux intrants ou pas. Voilà. Donc, après, la fréquence de mise à jour ne sera pas, ça sera pas non plus 2 fois tous les mois, quoi. Mais en tout cas, 1 fois par an, on souhaite faire un point sur les avancées sur le sujet. Merci. Est-ce que sur votre site, il y aura des informations sur les besoins des différents types de cultures en carbone, en azote, en fertilisation, ou est-ce qu'il y a accès ailleurs? Pas sur les besoins, un élément nutritif de la culture. Pour cela, on renvoie vers les calculs de doses réglementaires. C'est juste une fois qu'on connaît notre dose à apporter, là, oui, on indique comment faire le calcul de volume de digesta à apporter. Exactement sur cette page conseil en fertilisation. Merci. Est-ce que vous avez un élément d'explication sur les variations du CAEC, du coefficient équivalence engrais, d'une région à l'autre? C'est une question de Bruno Schmitt, Chambre d'agriculture d'Alsace. Thibaut, c'est pas loin. Aucune idée. Franchement, je sais pas. Et puis, rien que dans le Grand Est, entre le territoire lorrain
l'Alsace et la Champagne-Ardenne, vous avez des valeurs totalement différentes. Et même dans les produits qui existent, enfin, dans le détail des produits, il y a, alors, je sais plus exactement qui a quoi, mais dans certains graines, il n'y a même pas de détail entre liquide, solide et, et le brut. Donc tous les produits ont le même cake, ce qui est, on le voit sur le terrain, totalement aberrant. Mais voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui sont en train d'être révisées et qui vont être mises à jour par les graines. Mais pourquoi ça, je sais pas. Oui, peut-être un élément, ça peut être le fait que certaines graines considèrent un 0% de volatilisation dans le coefficient qu'ils proposent et certains prennent en compte peut-être plutôt un épandage avec un pandillard et dans ce cas-là, ils vont proposer des valeurs plus faibles de coefficient. Alors, je vois qu'il y a des questions qui devraient être dans le chat, mais notamment le GREN, G-R-E-N, que je vois. Est-ce que quelqu'un peut expliciter l'acronyme, s'il vous plaît? Le groupe régional des experts azote. Merci. Est-ce que vous dites dans chaque région et c'est le GREN que valide et décide de raisonnement de la fertilisation dans chaque région. Bien entendu. Est-ce que vous savez si les refontes, les arrêtés actuels en cours de refonte, avec tous les aléas qu'il y a sur les arrêtés, est-ce que vos données collectées régionalement peuvent être utilisées pour ces refontes? Dans le travail que nous sommes en train de faire, on le fait dans le cadre du COMIFER, donc le Comité français pour la fertilisation, qui a un groupe de travail sur les produits résiduaires organiques et un sous-groupe qui fait ce travail sur les digestales. Donc après, le COMIFER il peut proposer aux différentes graines un nouveau tableau avec des indicateurs, mais c'est à chaque graine de décider s'il va l'adopter ou pas. Je ne sais pas, Thibaut, si tu valides ma réponse, mais je pense que c'est le fonctionnement. Oui, c'est le fonctionnement. Et puis après, il y a encore des experts en local. Donc, Oui. c'est à eux aussi de s'approprier les références qui existent, y compris celles du COMIFER, celles des projets comme Fertidige, de les faire remonter. Et puis après, ben, éventuellement, il faudra aller jusqu'à l'essai, enfin jusqu'à l'expérimentation, pour pouvoir proposer un chiffre en disant voilà, mais pour faire des essais, il faut plusieurs années. Donc c'est un peu, on peut pas faire des valeurs sur une seule année, ça n'a aucune significativité. Donc, mais oui, les experts, ils sont en mesure de proposer les valeurs. Et normalement, il y a au moins quelqu'un des chambres d'agriculture, au minima, dans chacun des graines. Merci. Une question de Valérie Gonzalez de CH4 Process. Est-ce qu'on a un ratio d'azote efficace à prendre en compte pour du digesta brut ou est-ce qu'il y a l'information par fiche? On va dire que... Donc, Mariana, tu veux répondre ou tu veux que je... donc, pour l'azote efficace, donc ce qu'on a sur les fiches, c'est nous avons un indicateur qui est l'azote disponible, qui est en gros la somme de l'azote minéral qui est directement disponible pour les plantes avec l'azote organique minéralisable à court terme. Ceci étant, l'azote efficace donc, prend en compte c'est la multiplication de la teneur en azote par ce fameux KEQ. Et donc en fait, comme vous l'avez vu dans la présentation de Fertidige, nous avons mis en évidence qu'il y avait un gradient en fait de croissance de KEQ selon le type, enfin différent selon le type de digesta brut par rapport aux différents intrants. Ceci étant, il y a quand même une grande variabilité. Donc, si on prend toutes les analyses qu'on a réalisées, toute culture, toute région, etc., il y a une grande variabilité. Malgré qu'on voit cette tendance par rapport
aux intrants de digesta, il y a une grande variabilité. Et donc, comme l'a dit Mariana, en fait, là, l'idée, c'est via le groupe de travail, donc sur ce fameux KEQ, de mettre à jour les fiches, ces grilles-là, en fait, et de voir si, voilà, proposer des valeurs un peu plus précises selon le type de digestat brut. Merci. On a... C'était un choix de ne pas afficher des coefficients dans les fiches parce que il faut suivre le réglementaire. Et là, on pourrait proposer des valeurs, mais on ne voulait pas confondre un conseiller. Donc, on préfère attendre au moins cette validation par le commissaire. Et comme disait Julie, une fois que les fiches seront mises à jour, on pourra afficher des chiffres pour le coefficient d'équivalence engrais. Merci. Est-ce que vous avez des éléments sur des doses minimum ou maximum acceptables sur les sols, notamment en zone vulnérable nitrate? Un pourcentage de matière sèche ou pourcentage d'azote connu? Pas dans le guide, en tout cas. On renvoie vers la directive nitrate, mais on n'a pas... C'est pas les 170 kg d'azote par hectare. Par hectare de sol. Ça, on fait référence dans toute la partie réglementation, mais on ne donne pas de formation supplémentaire par type de digestat ou comment s'y prendre. L'information est donnée, mais on ne va pas au-delà. Très bien. Sachant qu'il y a une grande variabilité dans le digestat, donc vaut mieux analyser son digestat et calculer avec les petits outils qu'on a proposés, calculer la dose et voir si ça rentre dans la réglementation ou pas. Enfin, ouais, calculer la quantité qu'on apporte avec la dose qu'on souhaite apporter et voir si on est bon ou pas. Mais comme ça, des chiffres, c'est pas possible. Merci. Je crois qu'on arrive à peu près au bout des questions. Je vérifie, mais là on a des débats sur différents thèmes. Ah oui, une personne qui ne trouve pas le site sur Google, c'est normal, l'URL date d'hier. Donc Google ne l'a pas encore enregistré. C'est pour ça que j'ai mis le lien dans le chat, pour que vous puissiez le retrouver. Donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus et le diffuser, le partager, il est là pour ça. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin? On a eu presque 200 personnes connectées. C'est un très grand succès pour ce webinaire. Là, je vois les gens qui sont partis petit à petit et l'heure qui tourne. Julie, Mariana, Thibaut, un petit mot pour conclure? Disons que maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai envie de dire, nous avons essayé d'être le plus exhaustif possible et d'essayer d'apporter les informations pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Si peut-être vous dire que ici, tout en bas de la page du site, vous avez un formulaire de contact. Donc, si jamais vous avez des questions, des suggestions peut-être d'amélioration, si vous voulez ajouter des choses sur notre site aussi pour le faire évoluer, voilà, vous pouvez soit nous contacter directement, mais sinon vous pouvez passer par le formulaire de contact qui est ici sur le site. Merci beaucoup. Il me reste à remercier les intervenants, Thibaut, Mariana, Julie, merci beaucoup. Tous les participants qui ont suivi pour les questions qui ont nourri les débats. Le prochain webinaire sera en septembre. Vous aurez l'information si vous avez accepté de recevoir les informations de la newsletter de la T2E ou si vous êtes adhérent du Club Biogaz. Pour les adhérents du Club Biogaz et les autres, je vous informe également que nous organisons le 21 novembre à Paris les 25 ans du Club Biogaz. C'est un colloque qui durera toute la journée où nous aborderons notamment les problématiques de bilan et perspectives de la filière, valorisation du CO2 et également le sujet de la méthanisation comme bioraffinerie, comment valoriser les différents produits et coproduits de la filière avec Julie qui nous présentera à nouveau les enjeux de catégorie des digestats et comment les utiliser au mieux
Comme on a pu le voir aujourd'hui, toutes les informations sont sur le site internet de la T2E où vous retrouverez également l'enregistrement de ce webinaire et le support de présentation. Le site internet, le lien est dans le chat. Il est disponible, diffusable. Merci à tous et bon appétit.